Te souviens-tu de Kylian Mbappé? Le garçon de Bondy, devenu en quelques années le visage rayonnant du football français, le prodige qui soulevait une Coupe du Monde, à peine sorti de l'adolescence, le sourire éclatant sur les unes de magazines, les affiches géantes et les écrans lumineux des grandes capitales. Aux yeux du monde, il était le symbole d'une nouvelle génération sûre d'elle invincible à qui rien ne semblait pouvoir résister. Mais derrière cette image glacée parfaite se cachait une réalité bien plus lourde, faite de nuits blanches de doutes vertigineux, de pressions politiques et médiatiques qui dépassaient de loin les épaules d'un jeune homme à peine entré dans la vingtaine. À mesure que les trophées accumulaient, les regards se faisaient de plus intrusifs, les critiques plus tranchantes, les conflits en coulisses plus violents. On croyait voir un empereur du football, on oubliait qu'il restait un être humain exposé, isolé, scruté à chaque respiration. Et plus choquant encore, pendant que le monde célébrait ses buts et ses records, Kylian Mbappé menait en silence une autre bataille, celle contre une machine médiatico-sportive qui ne lui laissait presque plus le droit d'exister en dehors du terrain. Comment un héros national athée il put tomber si bas? Les photos rares et les vérités jamais racontées derrière son ascension fulgurante, ses crises invisibles, ses ruptures avec les clubs et les institutions, et la lutte qu'il a menée dans l'ombre pour ne pas se perdre lui-même, seront révélées dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi Kylian Mbappé demeure encore aujourd'hui un homme que le monde admire autant qu'il le pleure en silence. Abondi dans les ruelles serrées, où les lampadaires diffusent une lumière jaune un peu trop faible, la jeunesse de Kylian Mbappé ne ressemble en rien au récit merveilleux. Que l'on raconte aujourd'hui. Dans cet appartement modeste du quartier Ouest, chaque soir était rythmé par le son lointain des scooters, les rires des enfants qui jouaient au pied des immeubles et les pas rapides de Faisal Amari qui rentrait tard du travail épuisé mais déterminé. Kylian, encore enfant, observait tout avec un silence inhabituel, comme si déjà il comprenait que le monde autour de lui était fait de luttes invisibles. Son père Wilfried l'encadrait avec une rigueur presque militaire, mais jamais avec dureté. Les couloirs du centre sportif de Bondy sentaient la sueur, le béton humide, les ballons usés. C'est là, au milieu de ces cages de métal et de gazon synthétique, brûlant sous le soleil, que le jeune Kylian apprenait à courir, non pas pour le plaisir, mais comme s'il cherchait à s'échapper de quelque chose. Chaque sprint semblait une délivrance, chaque but, un appel vers un monde plus vaste. Les voisins se souvenaient de lui comme d'un enfant discret, presque timide, un garçon qui ne parlait pas beaucoup, mais dont les yeux brillaient avec une intensité étrange. Il n'avait pas encore 12 ans et pourtant il se comportait déjà comme quelqu'un qui savait que sa vie ne lui appartenait plus tout à fait. Un talent comme le sien attirait trop de regards trop vite. Dans les nuits calmes, où le vent glissait entre les barres d'immeubles, il demandait parfois à sa mère pourquoi les gens l'observaient autant lorsqu'il jouait. Faiza lui répondait toujours la même chose, « Parce qu'il voit en toi ce que toi tu ne vois pas encore », ces mots le rassurait autant qu'il l'effrayait. Car ce qu'il ignorait encore, c'est que le prix d'un don exceptionnel est toujours payé par l'enfance elle-même. Quand les premières portes du football professionnel commencèrent à s'entr'ouvrir pour lui, Kylian n'avait encore que 15 ou 16 ans, cet âge fragile où l'on vacille entre adolescence et destinée imposée. Les grands clubs européens défilaient presque chaque semaine à Bondy, leurs représentants impeccablement vêtus, tailleurs sombres, montres qui brillaient ou les seins brillaient sous les néons du centre sportif. Ils observaient ce garçon au regard clair comme on observe un diamant encore brut. On parlait de lui comme d'une révélation, d'un phénomène, d'une promesse, presque trop belle pour être vraie. Lorsqu'il arriva à Clairefontaine, le contraste fut saisissant. Les longs couloirs immaculés, la pelouse parfaite, comme un tapis de velours, les bâtiments silencieux, où tout semblait respirer la discipline. Kylian se retrouvait soudain dans un monde qui n'avait rien à voir avec Bondy. Il marchait à petits pas, impressionné, les épaules légèrement crispées, comme si ce nouveau décor le dépassait.
Pourtant, chaque entraînement révélait davantage l'étendue de son génie. Les coachs se regardaient mi-incrédules, mi-fascinés. Ce garçon n'avait pas seulement de la vitesse, il avait ce que les autres n'avaient pas, une lecture instinctive du jeu, une maturité presque anormale. Mais derrière ces premiers triomphes se cachait une solitude nouvelle. Dans les dortoirs éclairés par une lumière blanche trop froide, il entendait parfois les rires des autres jeunes, les discussions nocturnes, les rêves partagés à voix basse. Lui, il restait éveillé, les yeux fixés sur le plafond, assailli par un sentiment étrange. Plus son talent grandissait, plus le monde autour de lui semblait se rétrécir. On attendait de lui qu'il soit irréprochable, exemplaire, déjà professionnel, alors qu'il n'était encore qu'un enfant en train de devenir un homme. Son premier voyage à Monaco fut peut-être le moment où il comprit que rien ne serait plus jamais simple. Les rues impeccables, les immeubles blancs, la mer immobile sous le soleil, tout respirait le luxe, la réussite, l'isolement aussi. Lorsqu'il signa à peine 17 ans, il sentit une vague de fierté, mais aussi une pression écrasante, une de celles qui ne disent pas leur nom, mais qui pèsent lourd dans la poitrine. On célébrait l'arrivée d'un prodige, mais personne ne pensait à l'adolescent qui, derrière cette signature, devait apprendre à survivre dans un univers où chaque faux pas pouvait devenir une tragédie médiatique. À Monaco, puis très vite à Paris, la lumière devint si forte qu'elle en devint aveuglante. Chaque entrée sur le terrain ressemblait à une scène de cinéma, les projecteurs cruels du Parc des Princes, les cris tonitruants des supporters qui faisaient vibrer les tribunes comme un chœur gigantesque, les caméras qui le suivaient de près, prêtes à capturer le moindre frémissement de son regard. Kylian, désormais majeur, courait avec une aisance presque surnaturelle, si rapide qu'il semblait parfois défier les lois de la gravité. On le surnommait déjà le futur roi de France, l'empereur, le visage du football moderne. Puis vint la Coupe du Monde, cet été brûlant où Moscou ressemblait à une scène mythique et où le jeune homme à peine sorti de l'adolescence devint l'un de ces héros que l'histoire grave dans la pierre. La finale, la course fulgurante, le but, le trophée levé si haut, que ses mains en tremblaient encore. La France entière vibrait, chantait son nom, la rosée de lumière. Les rues étaient nigis de drapeaux de fumigène, les bleus, blancs, rouges de visages en larmes. Lui, au milieu de cette tempête d'admiration, avait le sourire large, mais les yeux fatigués d'une émotion trop immense pour un cœur si jeune. Le retour à Paris fut encore plus écrasant. Les unes de journaux ne parlaient plus que de lui. Les panneaux publicitaires arboraient son visage jusque dans les stations de métro et les marques se disputaient à disputer la moindre parcelle de son image. On le voulait parfait, solaire, invincible. Chaque apparition publique devenait un rituel, chaque mot prononçait une manchette. Dans les loges VIP, on l'observait comme une relique rare, un symbole national dont la valeur dépassait désormais l'humain. Mais derrière la façade brillante, quelque chose commençait à se fissurer. Les journées se succédaient. Sans pause, entraînement, obligations médiatiques, contrat déplacement. Il ne vivait plus vraiment, il exécutait. La célébrité dans son éclat l'avait enfermé dans une cage dorée. Il y avait des soirs où dans sa grande maison silencieuse éclairée seulement par les néons bleuâtres de la ville qui filtraient à travers les vitres, il restait immobile, les mains jointes, incapable de dire s'il se sentait heureux ou simplement écrasé par tout ce qu'on attendait de lui. Là où les gens voyaient un jeune roi, lui commençait à sentir le poids d'une couronne beaucoup trop lourde. C'est précisément au moment où la France croyait le voir intouchable que les premières ombres s'étendirent derrière lui. À Paris, les murs du vestiaire semblaient parfois faits d'électricité. Les regards pesaient lourd, les rivalités muettes, les ambitions contraires. Derrière les sourires et les crispés, sur les photos officielles, l'atmosphère était chargée d'une tension que le public ne voyait jamais. On parlait d'ego, de contrat, de pouvoir. Et au centre de ce tourbillon, Kylian devenait, malgré lui, un point de rupture. Le conflit avec la direction du PSG fut la première fissure publique. Les couloirs du club autrefois familier devinrent des territoires paradoxaux où chaque conversation pouvait être interprétée, déformée, amplifiée. Les réunions à huis clos s'allongeaient, les négociations prenaient des airs de champ de bataille silencieux. On disait qu'il avait trop de pouvoir. On disait aussi non,
aussi qu'il n'en avait pas assez. La vérité, elle se cachait quelque part entre ces deux extrêmes, un jeune homme submergé par un système qui voulait tout de lui, sauf sa fragilité. Les médias, eux, flairèrent l'odeur flairèrent l'odeur du sang. À chaque sortie de vestiaire, des dizaines de micros s'avançaient comme des armes, prêts à capturer le moindre mot de travers. Une simple expression du visage devenait une affaire nationale. Un geste d'agacement, un silence trop long, un regard en coin, et tout s'enflammait. Il n'avait même plus besoin de parler pour être jugé. Parfois, au sortir d'un match, il marchait tête baissée vers le tunnel, envahi par une fatigue qui dépassait le corps, c'était celle de vivre sous surveillance constante. Puis, vers les conflits, avec la Fédération française, encore plus sournois. Actionnaire politique, sponsor, chacun tirait un fil invisible de son image. Son nom n'était plus seulement celui d'un joueur, c'était une marque, un enjeu, un symbole que l'on manipulait selon les intérêts du moment. Dans les bureaux froids de la Fédération, éclairés par la lumière blanche et crue des plafonniers, les réunions s'enchaînaient. Derrière les sourires diplomatiques, les pressions étaient réelles. On le voulait docile, exemplaire, conforme. Lui, étouffé, commençait à suffoquer. Ce fut l'époque où l'on vit quelque chose se briser dans son regard. Parfois, il arrivait à l'entraînement les traits du Ray-Bahane. Les traits tirés, le sourire mécanique. Ceux qui le côtoyaient parlaient d'un garçon qui, sans le dire, portait le poids de toute une nation sur les épaules. Ses nuits devinrent bêtes plus courtes, son téléphone ne cessait jamais de vibrer. La couronne de l'empereur déjà lourde se changeait peu à peu en carcan. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, il restait invincible. On oubliait que derrière l'icône se trouvait un être humain en train de s'épuiser. Il arriva un moment où même les plus fidèles, ceux qui l'avaient vu grandir, comprirent que quelque chose en lui se délitait. C'était une fissure presque imperceptible mais réelle, visible seulement dans les instants volés à la foule, un regard perdu, une respiration trop lente, une manière de passer la main sur son visage comme pour effacer une fatigue qu'aucun sommeil ne parvenait plus à réparer. Le basculement ne fut pas brutal, il fut insidieux, progressif, comme une pluie fine qui finit par briser la pierre. À Paris, les derniers mois furent marqués par une succession de tensions à peine voilées. Les supporters se divisaient, le club s'enlisait dans un labyrinthe d'ambitions contradictoires. Il y avait des matchs où Kylian semblait courir comme un fantôme rapide, oui mais absent, détaché, comme si quelque chose en lui s'était échappé. Chaque but qu'il marquait ressemblait moins à une célébration qu'à une obligation. On louait ses performances, mais personne ne voyait que son cœur n'y était plus vraiment. La presse, elle, tranchait sans pitié. Les plateaux de télévision répétaient les mêmes phrases, les mêmes diagnostics expéditifs, les mêmes critiques brutales. Un soir, après un match tendu, il resta seul dans le vestiaire désert, assis sur le banc de bois, la tête basse. Le silence était si épais qu'il semblait palpable. Dans la pénombre, ses chaussures, encore poussiéreuses de pelouse, gisaient au sol. Il avait l'air d'un homme en train de perdre quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer. Puis il y eut ce moment à Clairefontaine, loin des caméras, dans un couloir presque vide éclairé seulement par une lumière froide qui dessinait des ombres trop longues sur le sol. Kylian s'arrêta près d'une fenêtre. Dehors, le vent agitait doucement les feuilles, la nuit tombait et une pluie fine commençait à glisser sur les vitres. Il resta là longtemps immobile. Un entraîneur passant par hasard l'aperçut. Le garçon prodige n'avait plus le visage d'un champion, il avait celui d'un jeune homme épuisé à bout de souffle. Certains dirent qu'il traversait une crise de confiance. D'autres qu'il vivait une guerre intérieure contre un système qui voulait lui dicter chaque pas. La vérité, elle était plus simple et plus triste. Kylian Mbappé avait grandi trop vite, trop haut, trop seul. Le prix de l'excellence payé depuis l'enfance le rattrapait brutalement. Il commençait à comprendre que devenir une légende avait un coût démesuré. C'est dans ce déclin silencieux, invisible au grand public, mais évident pour ceux qui savaient s'y regarder, que se dessina le véritable point de rupture, celui où l'homme prenait le pas sur le joueur, où le besoin de se sauver lui-même devenait plus urgent que tout le reste. L'un des paradoxes les plus troublants de la vie de Kylian Mbappé est que c'est précisément dans cette période de fragilité,
alors qu'il semblait glisser loin de lui-même, qu'un autre mouvement plus lent mais essentiel commença à naître, celui de la reconstruction. Cela n'apparut pas sur les terrains, ni dans les interviews, ni dans les gestes qu'il offrait aux caméras. Cela se fit ailleurs, dans les espaces que personne ne voit, dans les silences qui ne s'enregistrent parlant pas, dans les heures volées au chaos, où il recommençait doucement à redevenir un jeune homme. À Paris, malgré les affrontements politiques et les attentes écrasantes, il apprit à tracer des frontières. Il réduisit les sorties publiques, s'entoura d'un cercle plus petit, plus sûr. Il ne parlait plus autant, il observait davantage. Certains journalistes y virent de l'arrogance, Ceux qui comprenaient virent au contraire un instinct de survie. Il n'était plus le garçon qui voulait tout prouver, il devenait l'homme qui voulait simplement tenir debout. Son transfert, tant attendu, longuement négocié, parfois presque mythifié, devint une sorte de libération. Une porte qui s'ouvre sur un couloir encore inconnu, mais où l'air semblait soudain respirable. Loin de Paris, loin de la tension quotidienne, il retrouvait cette sensation étrange et presque oubliée, celle d'avoir le droit de recommencer. Ce n'était plus l'adolescent prodige de Bondy, ni la jeune star portée au nu trop vite. C'était un homme qui acceptait enfin de reconstruire sa trajectoire, non pas pour les autres, mais pour lui. On raconte que durant ses premières semaines dans son nouveau club, il arrivait plus tôt que les autres. Il traversait les terrains encore humides de rosée, les mains dans les poches, l'air calme. Il regardait le soleil monter lentement au-dessus des tribunes vides. Pour la première fois depuis longtemps, il semblait respirer vraiment profondément, sans ce poids constant sur la poitrine. Son jeu changea aussi, moins nerveux, plus intelligent, plus posé. Non pas parce qu'il voulait impressionner, mais parce qu'il avait enfin retrouvé un espace intérieur où le football redevenait un langage et non une obligation. Au fil des mois, on vit aussi un homme s'ouvrir autrement. Ses engagements sociaux se renforcèrent, mais avec une gravité nouvelle. Il ne cherchait plus à inspirer, il cherchait à servir. Les enfants qu'il rencontrait dans les écoles, les associations qu'il soutenait, les jeunes de quartier qu'il a guidés, chacun d'eux voyait un homme plus sincère, plus vulnérable, plus vrai. Il lui renvoyait une image qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, celle d'un être humain, pas seulement d'une icône. La légende en construction prenait une autre forme. Elle devenait moins triomphante, moins flamboyante, plus humaine, plus douce et peut-être plus durable. Avec le temps, quelque chose de presque imperceptible mais fondamental s'installa dans le regard de Kylian Mbappé. Ce n'était plus la flamme brute et arrogante de la jeunesse, ni même la lumière froide des années d'excès médiatique. C'était une clarté plus posée, plus tranquille, celle qui naît après avoir traversé trop de tempêtes pour encore se laisser aveugler par les illusions du monde. Il avançait désormais avec la conscience aiguë de ce qu'il avait gagné et surtout de ce qu'il avait perdu. On dit souvent que les légendes naissent dans la gloire. Mais pour lui, la vérité était tout autre. La légende se construisait surtout dans l'ombre, dans les nuits sans sommeil, dans les choix impossibles, dans la solitude infinie des vestiaires vides. Ce n'était pas ses buts qui le définissaient vraiment, ni ses trophées, ni les titres gravés en lettres d'or. C'était les cicatrices invisibles que personne ne verrait jamais, celles qui ne s'affichent pas sur les réseaux sociaux, celles qui prolongent la respiration et ralentissent parfois la démarche. Dans ces moments de calme, assis près d'une fenêtre, il regardait souvent le monde extérieur comme s'il observait une version lointaine de lui-même. La vie s'écoulait douce, indifférente, les villes changeaient, les stades se remplissaient, les générations se succédaient. Tout cela lui rappelait une vérité qu'il avait mis des années à comprendre. Rien n'est éternel dans la gloire, mais tout peut le devenir dans la mémoire des hommes, si l'on accepte d'être vulnérable. À Bondy, certains anciens voisins parlaient encore de ce petit garçon aux chaussures usées qui courait sur le terrain synthétique avec la rage tendre de ceux qui veulent changer leur destin. À Paris, quelques employés du Parc des Princes se souvenaient de ce jeune homme qui parfois restait seul des heures après les matchs, assis sur la pelouse, le regard vague. Et ailleurs, dans les écoles, dans les associations, dans les rues, où il passait discrètement des enfants, continuait de chuchoter son nom avec cette innocence qu'aucune notoriété ne peut acheter. Ce n'est pas la lumière qui fait l'homme, c'est l'ombre qu'il apprend à traverser. Et peut-être est-ce là que se trouve la véritable essence de Kylian Mbappé,
non pas dans ses records, ni dans ses contrats, ni dans les polémiques qui ont failli le briser, mais dans sa capacité à se relever encore et encore, à tout réapprendre, à s'incliner devant la vie, à devenir autre chose que ce que le monde voulait qu'il soit. Une légende n'est jamais un couronnement. C'est une marche silencieuse vers un horizon que personne d'autre ne comprend vraiment. Et Kylian, malgré sa jeunesse, marche déjà dans cette direction à pas lents, déterminés, presque solennels. Une légende en construction, oui, mais surtout un homme qui, pour la première fois, semble enfin se donner la permission d'exister.